Les amis, ça m'est arrivé pas mal de fois ces dernières années d'avoir la discussion suivante avec des membres de ma famille, des gens de mon entourage, des amis, des personnes qui me contactent au travers de l'internet, qui me disent, voilà, je suis à la tête d'un petit capital, indemnité de licenciement, héritage, j'ai vendu un bien, j'ai un peu d'argent aujourd'hui. Cet argent, au lieu de le voir pourrir sur un compte en banque, j'aimerais le faire rentrer en bourse. Donc je vais ouvrir un compte, je vais aller acheter des actions et les voir augmenter en valeur. Et je vais acheter des valeurs sûres. Valeurs sûres. C'est un mot qui revient très souvent chez ceux qui débutent dans cette activité. Si vous avez utilisé le terme valeur sûre sur une action en bourse durant les 12 derniers mois ou les 24 derniers mois, je vous conseille d'écouter cette vidéo. Alors, je vais vous dire quelque chose. Déjà, vous le savez, j'ai raconté quelques fois, j'ai travaillé, j'ai été exposé à la bourse. J'ai travaillé dans une chaîne de télé qui était spécialisée en bourse, donc j'ai pu rencontrer de près les gros poissons, d'accord ? Et j'ai rencontré aussi les petits poissons. Les petits poissons sont des investisseurs individuels, c'est des petits porteurs, comme on dit. Ce sont des gens qui arrivent sur le marché, qui vont acheter, mettre 500 € là, 1000 € là, 200 € là, 2000 € là, n'est-ce pas ? Qui vont se constituer un portefeuille d'actions, n'est-ce pas ? Et puis, il y a les gros. Les gros, ce sont réellement les faiseurs de marché, ce sont les grandes banques que vous connaissez, qui ont tous des trading floors, qui ont des salles de trading avec des gens extrêmement bien informés, avec des équipements très sophistiqués, qui leur permettent de prendre des positions énormes, très rapidement, rentrer, sortir, et ils ont des fonds quasiment illimités. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce petit porteur, n'est-ce pas, ce petit porteur et ce trader qui a accès à des équipements, de l'information et tout, qui valent des millions, finalement, par la démocratie du marché, sont en train d'intervenir sur les mêmes titres. D'accord ? Mais ils n'ont pas le même degré d'expertise, ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas le même temps, ils n'ont pas accès aux mêmes fonds. C'est ça qui va réellement créer une inégalité entre les deux. Alors, une des choses, un des investissements les plus sexy qui attirent les petits investisseurs, c'est ce qu'on appelle les IPO. C'est les introductions en bourse. Vous avez une compagnie qui a été créée il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, peu importe, ou il y a 1000 ans, c'est pas important, qui va décider d'aller s'introduire en bourse. Avant cela, c'est une compagnie privée. Il n'y a pas d'action sur le marché de cette compagnie. Mais à un moment donné, elle va aller en bourse. Et voilà, ça arrive dans les news, ça arrive dans les revues spécialisées, sur les sites internet, on en parle dans les forums. Et bien sûr, il y a beaucoup de monde qui se disent « Moi, je vais investir. C'est une bonne compagnie. Je les connais, ça marche, j'investis. » C'est la recette pour le désastre, en fait. C'est la recette, réellement, pour se casser la gueule. Je vais vous dire pourquoi, déjà. Sur le plan conceptuel, hyper simple. Si je prends une compagnie qui est sur la bourse depuis 20 ans, 30 ans, il y a déjà un historique de prix. On peut regarder comment ils ont fait sur les 12 derniers mois, sur les 5 dernières années, etc. Même si cette approche historique n'est pas sans faille elle-même. Mais il y a un historique. Quand vous intervenez sur une boîte qui vient de rentrer en bourse, vous n'avez pas d'historique. Vous n'avez rien du tout. Vous avez que des nouvelles, vous avez que des gens qui applaudissent, vous avez que des bouteilles de champagne. Mais vers où ça va ? Je vous raconte une histoire. Il y a quelques années, j'étais en Californie. Il était, je crois, 5-6 heures du matin, avec des gars qui rentraient du Japon. Nous étions en train de boire du whisky fabriqué au Japon. Un truc... En regardant un live, nous étions plusieurs centaines dans une grande salle. Il y avait un live qui venait de New York, où le patron de la boîte pour laquelle je travaillais était à New York pour ouvrir lui-même la bourse. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, notre compagnie s'introduisait en bourse. Et donc, souvent, pour honorer une compagnie, il y a tous les jours des introductions pratiquement, mais
quand il y a une bonne introduction, hein, quand il y a une introduction qui fait un peu la une et tout ça, pour honorer cette introduction, à la bourse, c'est le patron de cette boîte qui donne le gong pour l'ouverture des marchés. Voilà. Donc, et comme en Californie, bien sûr, plus tôt, il fait beaucoup plus tôt qu'à New York, il y a quelques heures de décalage, je ne me rappelle plus. Ah ben, pour voir l'ouverture des marchés, nous étions tous très tôt dans ces locaux-là. Alors, célébration, champagne, danseuse, ménestrel, tous les excès que vous pouvez imaginer. Un jour où c'est la consécration. Pourquoi la consécration? La consécration, c'est parce que il faut savoir que quand une compagnie est créée, vous n'en entendez pas parler, hein, elle est déclarée quelque part, tout ça, il y a un bureau avec 3 personnes, un site web. À ce moment-là, il y a des actions qui existent, qui sont créées. Ces actions-là ne valent rien. Ne valent rien. Elles sont données aux gens qui sont là. Le fondateur va se prendre des milliers d'actions, il va recruter des cadres autour de lui, il va leur distribuer des actions, il a des investisseurs qui arrivent, il va leur donner des actions, et ainsi de suite. Donc les actions, on va dire, il les imprime, hein, comme les dollars du Zimbabwe. Elles valent rien. Elles valent strictement rien. Ok? Elles seront valorisées le jour où la compagnie entre en bourse. Avant que la compagnie entre en bourse, ces actions-là, elles valent rien. Moi, quand la compagnie rentrait en bourse, cette compagnie-là, on m'avait donné, pour à peu près, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, on m'avait donné pour, si je prends la valorisation de ce jour-là, hein, n'est-ce pas, on m'avait donné pour à peu près 100 000 dollars d'actions. 100 000 dollars, c'est énorme. Quant à ça, tu dis, putain, si je les vends, bam, tout de suite, je peux peut-être m'acheter une maison ou quelque chose comme ça. Et d'autres avaient reçu beaucoup plus, qui étaient là bien avant moi et tout, avaient reçu beaucoup plus. Maintenant, il faut savoir une chose. Quand tu reçois ces actions, en général, elles sont gelées, elles sont bloquées. Alors, tu reçois 100 000 dollars d'actions, tu ne peux pas juste aller comme ça les vendre. Non, elles sont bloquées. Ça veut dire qu'ils te disent, ok, elles sont bloquées sur 4 ans, tu peux vendre 25% de ces actions-là par an. Donc, en réalité, sur ces 100 000 dollars que tu as, il te faudra 4 ans pour les vendre, si tu restes dans la compagnie. Alors, si tu quittes la compagnie, tu perds tout. En fait, elles donnent, généralement, les compagnies donnent ces actions-là pour favoriser la rétention, hein, pour que les gens restent et disent, dans 3 mois, je dois encaisser 25% et tout, donc je reste. Et puis aussi pour les inciter à bien travailler, pour se dire, c'est un succès collectif, si tous nous nous donnons à fond, la compagnie ira mieux, les actions se valoriseront. Ok. Je reçois ces actions-là, elles shootent pratiquement les premiers jours, mais ça part... mes 100 000 dollars d'actions virtuelles valaient, je sais plus, je crois le double, hein, j'étais à 200 000, quelque chose comme ça. J'avais des collègues qui étaient là avant moi, qui étaient à des chiffres, j'ose même pas vous dire. Ok. Dès le premier jour, le PDG de la boîte et fondateur de la boîte commence à vendre. Il vend des actions. Parce que lui, il n'a pas les limites que tout le monde a. Donc, il commence à vendre. Tous les jours. Et après, pendant des mois, c'est tous les jours qu'il vend. Comment tu le sais? Tu le sais parce que quand les insiders de la boîte, quand les gens qui travaillent pour la boîte, au-delà d'un certain niveau hiérarchique, vendent ou achètent des titres d'une compagnie qui est publique, ça signifie qui est sur les marchés, ils doivent remplir un certain nombre de formulaires et tout ça, informer ce qu'on appelle le gendarme de la bourse. Aux États-Unis, c'est la SEC, SEC. Il y en a d'équivalents dans chaque pays. Et ça, c'est publié. Donc, c'est public. C'est public, tu peux aller le voir toi-même, ou bien ça sort des fois dans les news et tout ça. Tous les jours, il vend. Une vente est une transaction. C'est une transaction. Il n'y a pas de vente s'il n'y a pas d'achat. Donc, le PDG et fondateur vend, qui achète, le grand public. Ça signifie, celui qui vend, il mise sur quoi? Celui qui vend, il mise sur une baisse. Imaginons qu'une action est à 50 dollars. Celui qui la vend à 50 dollars, il est en train de miser sur quoi? Celui-là est en train de se dire, franchement, à 50 dollars, elle n'ira pas plus loin. Donc, il vend à 50 dollars. Je sors. À 50 dollars, je veux du cash. Celui qui achète l'action se dit quoi? Se dit à 50 dollars, il y en a encore. 50 dollars, moi, je vois l'action monter plus haut.
Moi, 50 dollars, je trouve qu'elle est vraiment abordable. À ce prix-là, je peux faire du bénéfice. Je vais l'acheter et la vendre plus tard, plus cher. Donc, voilà le truc. Il y a un PDG d'une boîte, ou un C-level d'une boîte, ou un vice-président, ou peu importe, un cadre dans la boîte, qui connaît tout de la boîte. Il sait ce qui est public et ce qui n'est pas public. Il connaît les perspectives, il connaît l'état du marché, il connaît la clientèle, il connaît la satisfaction, il connaît les défis, il sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Lui est en train de vendre, il est en train de parier sur une baisse. Tu as le petit porteur, hein, tu as le prof, tu as le pompier, tu as le flic, tu as l'épicier, tout ça, qui prennent leurs 3000 € et ils vont parier contre lui sur une hausse. Lui parie sur une baisse, toi tu paries sur une hausse. Qui va gagner? Je te demande, qui va gagner? D'accord? Je ne réponds pas à cette question, je laisse réfléchir. Ok. Mais mes actions à moi, donc je suis en train de surveiller, et moi j'attends avec impatience. Je me dis putain, pourquoi il vend lui? Pourquoi il vend? Parce que c'est très mauvais signe quand les dirigeants d'une boîte vendent. Par contre, ils sont là pour ça. Pourquoi les dirigeants d'une boîte vont en bourse? Pas parce qu'ils veulent cacher. Non, ils veulent du cash. Dans quel sens ils veulent du cash? Les gars, ils ont monté une boîte. Ils ont travaillé 18 heures par jour. Ils n'ont pas dormi des nuits. Ils ont travaillé 7 jours sur 7. Ils ont abandonné leur famille, leurs épouses, tout. Leur maîtresse, tout ce que vous voulez. Ils ont délaissé tout pour travailler. Des années plus tard, ben, ils veulent de l'argent. Parce que c'est pas le salaire pour lequel ils ont travaillé qui va leur rentabiliser tout ce qu'ils ont foiré, qui va leur rentabiliser cet enfant qui sniffe de la colle, par exemple. Hein. C'est pas le salaire pour le salaire qu'ils travaillent. Ils travaillent pour pouvoir prendre un gros pactole. Pareil pour les investisseurs. Les investisseurs qui ont cru en la compagnie à l'époque où le grand public n'en avait jamais entendu parler. Cet investisseur-là, à l'époque, il avait mis de l'argent. Il avait mis 1 million, 2 millions, 10 millions, en échange d'un tas d'actions. Aujourd'hui, quand la compagnie rentre en bourse, c'est l'occasion pour lui de sortir. Ça signifie de prendre l'argent qu'il a risqué, hein, c'est un capital risque qu'il a mis, il prend l'argent qu'il a risqué, et puis il le multiplie. Hein, c'est sa raison d'être, lui. Donc c'est pareil, lui il sort. Donc l'IPO, l'introduction en bourse, c'est quoi? C'est une fête pour les gens qui étaient là dans la boîte très 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 tôt. Investisseurs, banquiers, cadres, fondateurs, tout cela. Qui ont obtenu des actions, c'est pas comme toi, qui achète l'action à 50 $ en espérant la vendre à 55, hein, en espérant gagner 10%. En disant oui 10%. Tu sais c'est quoi le revenu à eux? C'est quoi le retour à eux? C'est pas 10%, ce n'est pas 20, ce n'est pas 100, ce n'est pas 1000%. C'est infini. Tu prends le signe infini et tu mets % derrière. Pourquoi? Parce qu'ils les ont obtenus pour beaucoup à 0. Ça veut dire que ils vendent l'action à 50 $, il est gagnant. Mais lorsque l'action se cassera la gueule et elle se vendra à 6 $, ben toi, tu as perdu tout. Lui est toujours en train de gagner. Tu vois, c'est pas la même. Vous n'avez pas la même équation, vous n'avez pas la même vision. Alors moi, pour vous raconter, 1 an plus tard, l'action avait déjà dévissé. Donc une fois, elle avait perdu 40% en une seule séance. Hein. C'est-à-dire que quand les actions se cassent la gueule, hein, juste pour vous informer, c'est pas du style, bon, aujourd'hui elle est à 50, j'ai acheté, demain elle est à 48, la semaine prochaine elle est à 46, puis après elle est à 44, et genre tu vois, hein, tu vois la noyade, genre le Titanic, tu vois, le Titanic coule lentement comme ça il coule, et puis tu sais que ça va couler, tu fais même regarder ta montre, faire des règles de 3, tu sais dans combien de temps il sera sous l'eau. Ce n'est pas comme ça, Généralement ça tient, puis bam, ça dévisse. Hein, le piton il sort, le piton il entre dans une crevasse comme ça, puis tac, il arrive, puis ça part. T'as pas le temps de vendre. La bourse avait fermé un vendredi. Il y a eu de mauvaises nouvelles. Les gens n'ont pas dormi le week-end. Lundi matin, à l'ouverture, bam, 40%. 40% d'un coup.
Tu vois ce que je veux dire? C'est une fille, t'achètes 10 000 euros, hein, t'achètes 10 000 euros, lundi matin, il te reste 6 000. Tu fais quoi? T'as 6 000 de valeur. Tu sors, tu restes. Les gens disent, oui, putain, ça va corriger, ça va remonter, tout ça. Mardi, bam, 20% encore. D'accord? Souvent, les IPO se cassent la gueule trop rapidement pour que tu puisses faire quoi que ce soit. Je te donne un exercice à faire. Regarde. Moi-même, ces actions, quand je suis arrivé au bout d'un an, quand j'ai vendu mon premier 25%, ce 25%, le total de mon portefeuille qui m'avait été donné était passé de 100 000 $ gelés, était passé à 10 000 $ gelés. Ça signifie que quand j'ai vendu 25%, j'ai eu 2 500 $, qui après, frais de change, frais bancaires, frais de transfert, taxes, tout ça, j'ai fini avec 1 millier d'euros. D'accord? 1 millier d'euros sur canapé. Alors qu'on parlait de 100 000 $ et plus avant. Hein, d'accord? Tu vois le truc, hein? Mais bon, moi à la rigueur, je ne les avais pas achetés. On me les avait donnés gratuitement. D'accord? Donc, je n'ai pas de quoi me plaindre. Je vais dire, ok, je les ai reçus gratos, je les ai vendus, j'ai reçu 1 000 $, bon, 1 000 euros. Je ne vais pas me plaindre. Mais j'aimerais pas être à la place du gars qui, le jour de l'introduction, a mis 100 000 $ pour les acheter. Parce que lui, effectivement, un an plus tard, il aurait fini avec 1 000 euros. D'accord? Ok. L'exercice. Tu prends des Google et tu cherches la chose suivante. Les meilleures introductions en bourse et là tu mets comme ça, 2016. Après tu mets 2017, 2015, 2018, peu importe. Tu choisis l'année. Les meilleures introductions en bourse. Et tu vas trouver quoi? Tu vas trouver des articles financiers qui disent les top 10, les top 10, les top 10 cette année, ne ratez pas. Soyez là, top 10. Et ce que je t'invite à faire, tu vas vers ces top 10. Quand on te décrivait comme étant le truc, franchement, tu te penches, tu ramasses de l'argent, quoi. Allez les chercher maintenant en 2021. Prenez le nom de la compagnie, googlez maintenant la valeur. Cliquez sur la valorisation de l'action et regardez sur les 5 dernières années ou les 4 dernières années, regardez depuis son introduction, qu'est-ce qu'elle a fait. Et vous allez voir que dans la majorité des cas, l'écrasante majorité des cas, si vous aviez acheté 10 000 euros de chacune de ces actions, qui étaient données le top 10, vous serez perdant aujourd'hui. Perdant profond, perdant vraiment profond. Okay? Parce que ces introductions, encore une fois, sont faites pour que les gens qui ont fondé les compagnies, qui ont mis du capital risque, les banques qui ont accompagné, tout ça, ceux-là deviennent liquides, prennent du cash. Okay? Je vous donne un exemple. Plus précis. Vous savez, je vous raconterai, mais je travaillais pour des gens, des compagnies qui ont été fondées par des escrocs. Et alors non, le mot escroc, je le retire, pardon, parce que souvent, c'est des gens qui t'entubent, ils te laissent sans argent, ok? Mais en fait, en tant qu'investisseur, hein, en tant qu'employé, ils te payent, il n'y a pas de souci. Mais en tant qu'investisseur, ils te laissent sans fric, d'accord? Ils te prennent ton argent, ils partent avec. Et en fait, toi, tu vas dire, je me suis fait arnaquer. Mais en réalité, ce n'est pas une arnaque. En réalité, ça tombe en deçà de ce qu'il faut pour qu'on puisse parler d'escroquerie. Parce que l'escroquerie a une définition légale. Or, eux, ils se sont arrangés pour ne pas être à 100% dans cette définition-là. D'accord? J'espère que le bruit de la pluie, n'est-ce pas, ne vous dérange pas beaucoup. Hein. Ok. Donc, je continue à parler. À la base, ces gens qui commettent des escroqueries, j'ai vu des gens, réellement, il y a un gars, je l'ai dans mon email privé, on a échangé en privé. Il a monté une boîte dans la Silicon Valley. Il a pris 100 millions de dollars des investisseurs. Ils ont lancé quelques vidéos YouTube pour expliquer le concept de la boîte qui ne tenait pas du tout la route d'ailleurs. Ils ont loué des locaux, ils ont payé de la pub. Et puis un jour, ils ont disparu. Ils ont fermé, ils ont disparu avec l'argent. Et vous savez quoi? Ils n'en étaient même pas à leur premier coup. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un truc extraordinaire dans le milieu de la bourse et tout ça. C'est qu'il y a des gens qui fondent des boîtes
qui font des saloperies, qui plument tout le monde et qui partent. Et pendant que cette affaire-là est toujours en justice, eux, ils sont déjà en train de pitcher leur prochaine start-up à un parterre d'investisseurs qui sont prêts à leur signer des chèques. Et c'est ça qui est dingue, c'est un milieu tellement pourri que il faut pas croire que quelqu'un est grillé, il va plus. Non. Le gars a déjà commis une escroquerie énorme qui est dans les médias et il est là en train de monter la prochaine boîte, il a des investisseurs qui l'accompagnent. Ok ? Donc, j'aimerais vous parler d'un exemple précis maintenant. J'ai peur que la pluie ne me gâche ma vidéo. Je n'ai plus le garage comme à l'époque. Une époque, j'avais un garage souterrain et bon, la lumière s'éteignait de temps en temps, donc je sortais l'allumer, ça me faisait un petit break dans la vidéo. Mais là, je n'ai plus de garage malheureusement. Alors, il y a une IPO. Je préparais un petit bout de papier avec quelques chiffres. J'arrive pas à le croire. Il y a de la grêle. La grêle, c'est le réchauffement climatique, hein, vous savez, c'est le réchauffement climatique. C'est pour ça que c'est très bruyant comme ça. Je sais plus quoi faire, j'hésite. Je vais vous raconter une histoire. Je ne vais pas la raconter, je vais arrêter là. D'accord, je vais faire passer cette vidéo. Et je vais vous raconter dans une autre vidéo, avec un peu de calme, je vous raconterai en détail une des IPO type qui a fini devant la justice, où la compagnie a été condamnée, où on peut vraiment parler d'escroquerie, parce que ça tombe sur la définition légale de l'escroquerie. Et ça vous donne une idée un petit peu de ce monde des IPO. Et au passage, juste avant de finir, les compagnies qui existent depuis longtemps en bourse, ça ne veut pas dire que c'est des valeurs sûres aussi. Hein. Non. Viendront d'autres vidéos pour en parler. À bientôt mes amis.